Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme. Alors pour fêter ça, Emmanuel Macron a décrété qu'aujourd'hui, tous les magasins seraient en heure silencieuse et que les personnes qui attendent enfin un dossier MDPH verraient leur dossier enfin arriver. Non, c'est une blague, en fait, il n'y a rien qui change aujourd'hui. La seule chose qu'on puisse faire, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer ce qu'est l'autisme pour les néophytes, c'est-à-dire ceux qui n'y connaissent absolument rien. Donc je vais essayer d'être très didactique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si ça vous intéresse plus, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Il y a également énormément de youtubeurs et de youtubeuses qui font des vidéos sur le sujet très bien faites, que je vous invite à aller voir pour vous renseigner là-dessus. Alors, nous, on va partir ce matin du DSM-5, qui est un peu la Bible des psychiatres, et on va voir ces différents points et ce qu'ils veulent dire pour justement sortir de l'image de Rain Man, c'est-à-dire l'autiste très surdoué, ou de l'autiste en institution. Voilà, entre les deux, il y a nous. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Johanna, je suis maman d'une loulotte de 12 ans qui a été diagnostiquée autiste l'année dernière et je suis moi-même en cours de diagnostic. Alors, comme vous allez le voir ici, on parle de dyade autistique pour définir l'autisme. Donc dans ces deux dyades, il y a le déficit de la communication et des interactions sociales et en deux, le caractère restreint et répétitif des comportements et intérêts. Alors quand on ne s'y connaît pas, ça peut paraître vraiment très compliqué à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on va prendre les points un à un et on va essayer de donner des exemples concrets et clairs. Donc dans le déficit de la communication et des interactions sociales, on a en numéro 1 déficit de réciprocité sociale ou émotionnelle. Alors contrairement à ce qu'on pense, une personne autiste n'est pas toujours dans son coin à se balancer sans parler avec personne. Ça, c'est faux. Moi, par exemple, je peux très bien aller initier la conversation avec quelqu'un que je ne connais pas. Ça ne me pose pas de problème. Par contre, on peut remarquer que chez les personnes autistes, parfois, il y a une façon d'entrer en relation qui peut être atypique. Par exemple, ma fille, quand elle était petite, elle allait vers les autres enfants, mais elle y allait un peu trop fort. C'est-à-dire qu'elle y allait en courant, en criant « Enfant, enfant !» Et du coup, forcément, ça faisait peur à l'enfant qui était en face. Et de la même façon, on peut aussi se mettre à parler et à interagir sans qu'il y ait eu pour autant la phase préliminaire « Bonjour, comment ça va ?» etc. etc. Il y a aussi la difficulté à soutenir une conversation. Donc on parle ici de difficulté et pas d'incapacité totale. Par exemple, moi j'arrive très bien à tenir une conversation avec un voisin, la boulangère, etc. Mais ça va m'être difficile parce que les choses dont on va échanger ne m'intéressent absolument pas et que pour moi, dans ma tête, c'est une torture. C'est vite que ça se termine. Alors qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup ces petits échanges qu'on appelle donc les small talk. Les personnes autistes ont de la difficulté avec ces small talk. On retrouve aussi parfois des personnes avec autisme qui font des monologues sur ce qu'on appelle leur intérêt spécifique. Ça, on y reviendra dans la deuxième partie, mais du coup, c'est parler de choses qui nous passionnent. Alors, ça, c'est intéressant parce que moi, dans le test du baron Cohen que j'ai eu à remplir pour passer donc au CRA, au Centre de ressources autisme de ma région, il y avait cette question. Je suis capable de voir quand j'ennuie les autres. Et alors moi, je suis partie du principe que je n'ennuyais pas les autres. Vraiment, je pensais que j'étais toujours adaptée, donc j'ai coché, oui, je vois quand j'ennuie les autres. Et j'ai quand même demandé à mon mari de regarder mes réponses, parce que lui, il a un autre regard sur moi, bien sûr. Et il m'a dit, si. Des fois, tu t'en rends pas compte, mais tu parles de ton intérêt et ça peut être très ennuyeux. Ok, désolée, je savais pas. Pour vous dire que parfois, la personne n'en a même pas conscience, mais elle n'arrive pas à voir les comportements verbaux de l'autre qui vont lui faire comprendre que là, il faut s'arrêter de parler. Ce qui nous emmène donc à notre deuxième point de notre premier grand A, qui est le déficit des comportements non verbaux. C'est-à-dire une difficulté à comprendre le non-verbal. C'est pour ça qu'on dit parfois, et à tort, que les personnes autistes n'ont pas d'empathie.
c'est faux. C'est qu'il y a deux sortes d'empathie. L'empathie cognitive et l'empathie affective. On va ressentir la tristesse de la personne, mais parfois on ne va pas décoder ces signes verbaux. Donc on ne va pas voir tout de suite que la personne ne va pas bien, à moins qu'elle nous le dise. Il peut y avoir aussi une difficulté dans le regard. Alors, il y a beaucoup de personnes autistes qui savent regarder dans les yeux et pour qui ça ne pose pas de problème. Et il y en a d'autres pour qui c'est très très compliqué parce que si elles regardent dans les yeux, elles ne vont pas pouvoir se concentrer sur ce que la personne leur dit. Et là encore, moi où j'étais en difficulté par rapport à ça, c'est-à-dire que ma fille, je pensais qu'elle regardait dans les yeux et c'est aussi ce qui m'a fait dire que finalement, elle n'était peut-être pas autiste quand on passait les diagnostics. Et en fait, lorsqu'elle a passé l'ADOS, qui est un examen où elle était filmée, et bien, il y avait écrit noir sur blanc qu'elle croisait le regard, mais que ça ne durait pas. Et j'étais très étonnée parce que moi-même, je ne l'avais pas vu. Donc là, moi, je me pose la question, est-ce que moi-même je fais ça? C'est-à-dire, est-ce que je vais croiser le regard, mais après regarder ailleurs, et que quand même, comme j'y retourne de temps en temps, la personne a l'impression que je la regarde? Ça, je sais pas. Je vous dirai quand j'aurai les résultats de mon diagnostic. Numéro 3, déficit du développement, du maintien et de la compréhension des relations sociales. Alors là, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais c'est la capacité à se faire des amis et à les garder. Alors encore une fois, contrairement à ce qu'on pense, les personnes autistes ont des amis généralement. Alors il y a aussi des personnes autistes qui n'en ont pas du tout, hein. Je veux dire, il faut respecter ça. Mais généralement, les personnes autistes ont des amis. C'est juste qu'elles en ont peut-être moins et qu'elles vont passer moins de temps avec, parce que justement, les interactions sociales les fatiguent. Il y a aussi une difficulté à savoir quand initier et arrêter une conversation. Alors ça, c'est mon cas au travail. Quand par exemple deux collègues échangent et que moi j'ai quelque chose à dire à un des deux collègues, je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut que j'aille dans la conversation. Parce que je sais que c'est impoli de couper, donc je ne coupe pas, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il faut s'insérer. Et de la même manière, je ne sais pas quand est-ce qu'il faut arrêter un échange. Moi, je rêve des séries américaines où, vous savez, le personnage, il est au téléphone et puis d'un seul coup, il fait « Oui, effectivement, c'est complexe. Bip. » Et il raccroche. Moi, je ne sais pas quand raccrocher. D'ailleurs, quand on m'appelle, ce qui déjà est difficile pour moi, le téléphone, quand on m'appelle, c'est toujours l'autre qui va initier la fin de la conversation. Même si moi, j'ai très envie que ça s'arrête, je ne sais pas quoi dire ou quoi faire. Pour faire comprendre à mon interlocuteur que la conversation doit s'arrêter, j'ai peur de paraître impolie, donc je ne dis rien. Le maintien des relations, c'est aussi le fait de savoir entretenir une relation, que ce soit une amitié ou des relations de voisinage. C'est pour ça que les personnes autistes, très souvent, ont eu des ruptures amoureuses ou des ruptures amicales qu'elles ont eu ensuite du mal à comprendre. C'est parce qu'on a de la difficulté en fait à comprendre ce qui se joue dans la relation, même si on intellectualise beaucoup et qu'on y pense énormément. Il y a aussi une difficulté dans les interactions en groupe. Dès qu'il y a un groupe, ça devient plus difficile. Moi, je sais que par exemple, en réunion, j'arrive à prendre la parole, j'arrive à parler notamment du travail. Par contre, il va y avoir plein de fois où je vais dire une phrase qui va faire rire mes collègues et je ne vais pas savoir pourquoi. Très souvent, c'est parce que j'ai dit une phrase qui peut se comprendre dans un autre sens, notamment des sens graveleux que moi je ne saisis pas tout de suite. Là, on va penser que j'ai fait exprès, que j'ai fait une blague, alors que pas du tout. Et du coup, moi, j'en viens à me dire, mais pourquoi ils ont rigolé? Est-ce que je devrais m'arrêter de parler? Donc tout ça, ça génère une difficulté en fait relationnelle qui me met mal à l'aise. Deuxième grand point, caractère restreint et répétitif des comportements et intérêts. Alors, dit comme ça, c'est pas franchement joyeux parce que restreint, répétitif, assez négatif comme point de vue, mais ça s'explique et c'est pas si négatif que ça. Alors, numéro 1, on retrouve ce qu'on appelait avant des stéréotypies, mais qu'on appelle plutôt aujourd'hui du stimming, c'est-à-dire un besoin de stimulation des personnes autistes. Moi, par exemple, j'ai appris assez jeune qu'il y avait des choses qui ne se faisaient pas en public et on me disait même arrête, on dirait une gogole. Donc j'ai su très jeune qu'il y avait certains gestes qu'il ne fallait pas faire, mais lorsque je suis dans ma voiture, dans ma chambre, à l'intérieur de ma maison, eh bien je vais avoir des comportements de stimulation. Alors chez moi,
tout le monde est différent, hein, tout le monde connaît le flapping. Chez moi, ça va plutôt être la stimulation au niveau des lèvres. Donc par exemple, pendant des heures, je peux faire ça. Notamment quand je lis un livre ou quand je fais quelque chose, je regarde la télé. Je fais ça pendant très longtemps. Et alors moi, ce que j'adore, ce sont les petits bruits des cuticules cassées. Je me les casse d'ailleurs, ça c'est... Parfois ça me fait mal, mais voilà, je le fais sans le vouloir. Et quand il y a une cuticule qui fait du bruit, eh ben, je l'écoute comme ça. Et pareil, je peux faire ça très longtemps. Donc le steaming, c'est tout ce qui est stimulation. Ça peut être aussi corporel, par exemple. Ma fille, elle, qu'on soit à table ou dans une salle d'attente, elle va faire des mouvements d'une chorégraphie qu'elle a appris pour se stimuler. Pourquoi ? Alors apparemment, ce serait parce qu'on a une perception de notre corps qui n'est pas la même perception que tout le monde et on a besoin de sentir notre corps. C'est pour ça notamment qu'on peut apprécier des couvertures lestées, c'est-à-dire des couvertures lourdes, parce que on se sent enveloppé et on sent enfin notre corps. Moi personnellement, la couverture lestée, j'adore. Le soir, quand je la mets, c'est merveilleux. Je crois que si je pouvais, je l'emmènerais partout avec moi. Les intolérances au changement et le besoin de routine. Alors là, encore une fois, attention, on parle d'intolérance au changement. C'est-à-dire que si dans nos plans, il y a quelque chose qui change, on est quand même en capacité, alors tous plus ou moins, hein, mais on est en capacité de s'adapter. Mais c'est juste que ça va nous demander un effort intellectuel très intense et que c'est pour ça qu'on a des routines. Moi, par exemple, comme beaucoup de personnes, hein, j'ai une routine le matin. Je me lève toujours à la même heure, je déjeune toujours la même chose et ensuite je fais toujours mon sport de la même façon. Alors moi, pour mon sport, j'ai une routine spécifique, c'est-à-dire que chaque jour correspond à un groupe musculaire. Voilà, bon, moi, c'est ma façon de faire. Si toutefois, par exemple, j'ai des invités, je ne vais pas pouvoir faire ma routine. Donc, je vais pouvoir ne pas faire ma routine, mais ça va me coûter beaucoup en effort et en énergie. Si bien que quand mes invités partent, parfois je vais être vidée et je vais être obligée de me reposer parce que je n'ai pas pu commencer ma journée de la façon dont je la commence habituellement, qui est une façon qui me permet de me contenir, de m'apaiser et qui me permet de ne pas avoir d'angoisse ou d'imprévu à gérer. Donc ça n'est pas coûteux au niveau cérébral. Les intérêts spécifiques qu'on appelait avant les intérêts restreints, mais restreints c'est assez négatif parce qu'on a l'impression que la personne ne s'intéresse qu'à ça. Non, c'est pas vrai. Un intérêt spécifique, c'est une passion qu'on a. Alors vous allez me dire, mais tout le monde a des passions, mais c'est dans leur intensité que ça va être compliqué à gérer. Par exemple, dans tous les intérêts spécifiques que j'ai pu avoir, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'autisme, déjà par rapport à ma fille et ensuite par rapport à mes propres questionnements, cet intérêt spécifique, je m'y mettais parfois de façon démesurée. Petit exemple très simple, ce matin, je préparais cette vidéo et je me suis rendu compte que j'étais en train de préparer la vidéo alors qu'au niveau du timing, on devait partir dans 5 minutes et que je n'avais pas encore préparé le repas que ma fille allait emmener. Donc, pour vous dire, on va s'adonner à notre intérêt spécifique, souvent quand on ne se sent pas bien ou pour faire baisser une angoisse. Mais parfois, dans la vie, on doit faire son ménage ou on doit aller travailler, donc ce n'est pas le moment de sortir son intérêt spécifique. Mais nous, parfois, on va être tellement mal qu'on va sortir notre intérêt spécifique alors même qu'on devrait faire autre chose. Un intérêt spécifique, ça peut prendre sur notre temps de sommeil, qui est pourtant essentiel pour nous, personnes autistes. On peut prendre sur le temps où on est obligé de faire d'autres choses et ça va nous apaiser. Et parfois, là encore, on va devoir jauger et on va devoir se restreindre dans notre intérêt spécifique, mais là encore, ça va nous coûter intellectuellement. Donc c'est pour ça que notre intérêt spécifique nous soulève parfois tellement que lorsqu'on va pouvoir en parler, on va déverser parce que ça nous fait du bien. Et enfin, last but not least, les hypo ou les hypersensorialités. Alors, qu'est-ce que c'est ? La sensorialité, donc nos 5 sens, qui vont être hyper efficients. Alors, ce serait un peu comme Superman qui entend derrière la porte, sauf que pas du tout, on n'entend pas ce qui se dit derrière les portes. Par contre, le moindre bruit, notamment les bruits forts ou même la musique dans les magasins, ça va nous gêner. Et quand je dis gêne, c'est pas une gêne genre « oh, j'ai un petit caillou dans la chaussure, mais je peux continuer à marcher ». Non,
c'est une gêne où vraiment on va ressentir qu'on ne peut plus fonctionner. Là encore ce matin, j'ai fait l'erreur de m'arrêter au magasin parce que je n'avais plus mes yaourts que je consomme tous les jours. Et je me suis retrouvée à une caisse où il y avait le haut-parleur juste au-dessus. C'était terrible. Je n'assume pas encore d'emmener mon casque anti-bruit partout. Donc je me suis discrètement bouché les oreilles. D'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps une vidéo d'Angie Brechka que je vous conseille vraiment, qui parlait de ce stéréotype de l'autiste qui fait ça. Et en fait, non, ça n'empêche pas d'entendre. C'est ça ou ça. Donc, vous voyez, je me rendais même pas compte à quel point on avait une vision stéréotypée avant de m'intéresser au sujet. Donc c'est pour ça que le sujet me passionne et que j'ai envie d'en parler encore et encore et encore. Donc ces hyper sensibilités. Donc au niveau du bruit, moi ça va me déranger. Par exemple la boîte de nuit, bah, c'est même pas la peine. Le magasin, c'est très compliqué. Ou alors encore plus dérangeant, s'il va y avoir un bruit très très fort. Moi j'ai des crises du coup convulsives, c'est-à-dire que je vais me mettre à sursauter et parfois je perds l'équilibre et je convulse. Alors ça n'est pas que lié à l'autisme, mais j'en reparlerai. Ça fait partie des crises que je fais et donc je ne sais pas encore si elles sont autistiques ou pas. Voilà, suspense. Mais en tout cas, le bruit me dérange énormément. Quand je suis dans mon salon et que mon mari cuisine, je suis obligée de mettre mon casque. Il peut y avoir aussi les hypersensibilités visuelles, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mal quand il va y avoir beaucoup de lumière, mais aussi quand il va y avoir beaucoup d'images comme ça qui clignotent. Donc dans les centres commerciaux, même par exemple, moi j'ai l'application de ma banque, qui est la Massif, et ils viennent de changer l'application. C'est-à-dire que juste avant d'accéder à l'application, on voit plein de visages comme ça, qui clignotent pour dire que la Massif couvre tout le monde. Et bien ça, moi je ne peux pas le voir. C'est-à-dire que quand j'ouvre mon application, je mets ma main pour pas la voir. Donc ça peut être gênant quand on est à l'extérieur. Ça peut être aussi des hypersensorialités au niveau de l'odorat. Quand on sent quelque chose de très fort, et ben nous on va le sentir plus et ça va nous empêcher de nous concentrer, de continuer de parler. Il peut y avoir aussi des hypersensorialités au niveau du goût. Et c'est pour ça que très souvent on a une routine alimentaire assez sélective. Mais tout ça, ça peut être aussi une hyposensorialité, c'est-à-dire qu'il y a des personnes au niveau visuel qui vont avoir besoin que tout soit éclairé parce qu'elles sont hyposensibles. Voilà pour cette vidéo, c'était très vulgarisé, hein, c'est-à-dire que pour chaque partie, on pourrait en refaire une vidéo entière. J'espère que ça vous a informé et que ça vous a enlevé de tous ces clichés sur l'autisme. J'attends vos questions en commentaire, n'hésitez pas à échanger, ça peut être un support qui peut être vraiment vecteur de savoir, le fait d'échanger, d'être d'accord, pas d'accord. Moi de toute façon, j'aime beaucoup élaborer et donc j'aime beaucoup quand on est d'accord, mais j'aime aussi beaucoup quand on n'est pas d'accord. Voilà, et je vous remercie de votre intérêt, d'avoir suivi cette vidéo et je vous demande s'il vous plaît, même si j'aime pas trop faire ça, de vous abonner parce que forcément, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'avance pas beaucoup dans les algorithmes et on n'est pas beaucoup vu. Voilà, et je vous remercie, prenez soin de vous, à bientôt.